dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Cette édition spéciale se poursuit sur BFM TV avec cette information que nous vous révélions il y a quelques instants. Le porte-avions Charles de Gaulle part en direction de l'est de la Méditerranée, au large donc d'Israël. La France s'apprête à entrer dans cette guerre et pas forcément en guerre. On verra quel rôle pourrait tenir la France dans un instant. Bonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Maxime Switek et bonsoir à tous. Ce qu'il faut aussi avoir en tête ce soir, c'est que la campagne militaire des Américains et des Israéliens monte en puissance et ça semble parti pour durer. L'autre question ce soir, c'est évidemment jusqu'où peut aller la riposte iranienne contre Israël et contre les pays du Golfe. Quel est le risque d'embrasement régional? Nous serons là où il faut être. Vous le voyez à Téhéran où des frappes sont menées en ce moment même, mais aussi en Israël, à Washington, à Doha et à Dubaï avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. On suivra aussi le Conseil de défense en cours à l'Elysée. Oui, Conseil de défense toujours en cours, effectivement. Avec nous en plateau, Didier François. Bonsoir Didier, notre consultant défense ici à BFM TV. Le général Grégoire de Saint-Quentin. Bonsoir mon général. Bonsoir. Merci d'être là, ancien commandant des opérations spéciales et sous-chef de l'état-major des armées. Rim Momtaz. Bonsoir Rim. Merci d'être là également, chercheuse en relations internationales et défense européenne à l'International Institute for Strategic Studies. Je vais y arriver. Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry. Bonsoir Maxime. Notre éditorialiste international et notre consultant également, le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir Maxime. Bonsoir mon général. La première information de la soirée qu'on voulait développer avec vous avant de retourner dans une seconde sur le terrain, c'est évidemment ce qu'on révélait à l'instant sur BFM TV. La France a donc décidé d'envoyer son porte-avions, le porte-avions Charles de Gaulle, sur la zone en Méditerranée orientale. Vous voyez ces images ici. Il est pour l'instant en mer Baltique. Il va lui falloir quelques jours pour y aller. Général Grégoire de Saint-Quentin, que va faire la France dans cette guerre avec son porte-avions? D'abord, on n'a pas dit qu'on rentrait en guerre, déjà. Donc là, c'est une mesure de précaution. En réalité, ce matin, aujourd'hui, il y a eu une frappe sur un container ou deux containers français qui étaient sur la base navale sur laquelle ils sont aux EAU. Je pense à Abu Dhabi. Donc je pense qu'une mesure de précaution ne comprendrait pas, alors que il y a quand même une guerre qui se développe en ce moment dont on ne connaît pas l'issue finalement, que nos moyens continuent un exercice en mer Baltique, voilà, et qui restent là-bas, alors que comme vous l'avez souligné, il y a quand même quelques jours pour qu'ils rallient, et si vraiment il y avait besoin des avions qui sont à bord, il faut quand même qu'ils soient à proximité. Et d'ailleurs, ce qui a été dit, c'est qu'ils vont en Méditerranée et pas dans le Golfe Persique. Donc il reste quand même encore à distance des combats. Mais en Méditerranée orientale. En Méditerranée orientale, c'est-à-dire le long des côtes de la Syrie, voilà, dans au fond de la Méditerranée. Combien de jours pour aller sur place, Didier François? Impossible à dire. Il y a un général Pellistrandi, parce qu'on entend parler de quelques jours, d'autres disent 10 jours. Oui, c'est ça. En fait, une douzaine de jours. D'abord, tout dépend. C'est long dans le contexte actuel, une douzaine de jours. Oui, mais d'abord, n'oublions pas que nous avons déjà des bateaux dans la région. Donc, ce qui est important, c'est aussi le renseignement. Bon, le porte-avions. Alors, d'abord, le porte-avions, il ne va pas seul. On va faire regrouper le groupe aéronaval, donc notamment, par exemple, avec un bâtiment ravitailleur de force, parce que, par exemple, le porte-avions, il est à propulsion nucléaire, mais il faut quand même ravitailler les hommes. Ils mangent. Il faut ravitailler en kérosène les avions. Donc, le bateau, il va être escorté par des frégates qui vont le protéger. Et donc, tout ça, ça va transiter par la Manche, détroit de Gibraltar. Et donc, on peut dire, d'ici une douzaine de jours, donc, le porte-avions sera sur zone, prêt à agir en fonction de la situation. Et on va retrouver Clémence Dibou à Doha, au Qatar. On parlera de la manière dont Doha a encore été visée aujourd'hui. Mais d'abord, Clémence, ce porte-avions, vous le connaissez. Vous y êtes allé sur ce porte-avions. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'armée française? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la France dans le cadre de ce conflit en cours aujourd'hui? D'abord, s'il est à côté, s'il n'est pas très loin du Gerald Ford, il va un peu souffrir de la comparaison, on va pas se mentir, parce qu'ils seront très certainement tous les deux en Méditerranée orientale. 260 mètres de long pour le Charles de Gaulle, 300 mètres pour le Gerald Ford, c'est le plus grand porte-avions du monde. Environ 30 Rafales qui peuvent être à bord du Charles de Gaulle, c'est 2 fois plus sur le Gerald Ford. Après, il faut pas avoir à rougir. 1800 hommes côté français, plus de 2500 côté américain. On va arrêter là la comparaison, parce que quand même, le porte-avions Charles de Gaulle, ça n'est pas rien. C'est la
la seule armée au monde avec les États-Unis qui possède un porte-avions à propulsion nucléaire. Et on le rappelle, dans des conflits qui peuvent s'éterniser, ça a son importance. Pourquoi ? Eh bien parce que la propulsion nucléaire, elle permet de ne jamais retourner au port ou à terre ou à quai pour faire le plein de kérosène, en gros, pour le bateau. Et donc il est autonome jusqu'à une durée qu'il faudra. Donc ça n'est pas rien. Le porte-avions, c'est quoi ? Eh bien c'est un aéroport projeté qui peut projeter des Rafales, qui peut projeter des avions de reconnaissance pour savoir tout ce qui se passe dans la zone. Et puis, vous l'avez dit en plateau, le porte-avions ne se déplace jamais seul. Il y a le groupe aéronaval autour de lui, c'est-à-dire qu'il y a des frégates multimissions, qu'il y a des sous-marins nucléaires qui seront avec lui tout autour. C'est quand même une projection de puissance qui peut aussi servir, évidemment, si les intérêts français, par exemple, venaient à être touchés dans la zone. Les Rafales peuvent se déployer de partout dans la zone. Vous l'avez dit, ce n'est pas dans le détroit d'Ormuz, c'est dans la Méditerranée orientale, donc côté Liban et Israël, mais si les intérêts vitaux de la France étaient touchés dans cette région, ça pourrait aussi jouer, ça peut montrer les muscles. On l'a vu, c'est un cas concret ce soir, aux Émirats Arabes Unis, avec cette base navale militaire qui a été touchée aux Émirats Arabes Unis, présence française. On a vu des fumées projetées, 2 drones iraniens qui ont été projetés. La France sera donc avec son porte-avions juste à côté s'il fallait réagir. Et on l'a redit, 1000 km par jour maximum pour se déplacer. Donc il n'est pas tout de suite en Méditerranée orientale. Merci beaucoup Clémence Dibou et merci à Théo Touché. Toute dernière information qui nous parvient, les Émirats Arabes Unis dont parlait Clémence Dibou annoncent ce soir la fermeture de leur ambassade en Iran et le rappel de leur ambassadeur en réponse aux frappes iraniennes qui ont visé le pays. On sera en Iran dans un instant, mais un dernier mot là-dessus quand même, Thierry Arnaud. L'envoi donc du Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, il ne s'agit pas de dire que la France entre en guerre ce soir, mais est-ce que malgré tout l'implication de la France prend un niveau supérieur ce soir où il s'agit juste de se défendre davantage dans la région ? C'est les deux à la fois. C'est évidemment un symbole très fort que d'envoyer le Charles de Gaulle sur place pour toutes les raisons qui viennent d'évoquer, les chiffres qui ont été avancés. C'est évidemment un déploiement spectaculaire, mais vous avez entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dès les premiers mots du premier Conseil de défense hier soir, il a été parfaitement clair. La première priorité, c'est la défense des intérêts français sur place et en particulier la défense de nos forces. Et évidemment, de ce point de vue, le fait que l'annonce de cette décision suive de quelques heures, le fait que les 2 conteneurs aient été visés sur la base sur laquelle se trouvaient ces forces françaises, le rapprochement est évident. Et donc la première raison de ce déplacement et la principale raison de ce déplacement, c'est la défense des intérêts français et la protection des soldats français déployés sur place. Et il est 20h08, on sera dans un instant du côté de Tel Aviv parce que pour la première fois depuis plusieurs heures maintenant, des sirènes à nouveau viennent de retentir ce soir sur Tel Aviv et on craint évidemment sur place de revivre une soirée qui pourrait ressembler à celle d'hier que l'on a vécue ensemble en direct sur BFM TV, faite de sirènes d'alerte et de bombardements directement sur Tel Aviv. Il y a encore eu 9 morts aujourd'hui du côté du centre d'Israël. On sera avec Igor Saïri dans un instant. Rima Momtaz, on se souvient des mots hier d'Emmanuel Macron qui disait la France n'a été ni prévenue ni n'a participé à ce qui se passe. Est-ce que c'est une manière de dire aussi on compte, on envoie notre porte-avions, regardez, on compte aussi dans ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Vous savez, la France n'a pas besoin de rappeler au monde qu'elle compte ou qu'elle peut compter dans un conflit armé s'il le faut. Je ne suis pas sûre que la France ait besoin aujourd'hui de rentrer dans ce conflit. Il y a évidemment des emprises, des soldats français qui sont aujourd'hui un peu dans la ligne de mire, on l'a vu cet après-midi, donc on a une pensée pour eux, pas seulement aux Émirats Arabes Unis, mais dans d'autres parties du Moyen-Orient. Et en fait, évidemment, le Charles de Gaulle va là-bas pour les défendre. Pourquoi ne pas rentrer dans cette guerre ? Parce que très simplement, Trump n'est plus le président américain, un vrai partenaire comme d'autres présidents américains ont pu l'être pour la France. Ce n'est pas un président avec qui, par exemple, on peut construire une stratégie de guerre et la mettre en place. Les Israéliens le font. Oui. Les Israéliens le font, c'est autre chose, parce qu'en fait, les Israéliens vont plus loin que le président lui-même américain, alors que la France n'est pas dans cette posture. Et aujourd'hui, le président américain peut très bien lâcher l'affaire en cours, et d'ailleurs lâcher en cours les Israéliens. Il est capable aujourd'hui de reprendre langue avec les Iraniens. Il l'a indiqué aujourd'hui à The Atlantic, un magazine américain, en disant « Les Iraniens veulent parler, moi je vais leur parler, je vais discuter ». Il a sa logique électorale à lui, donc il est capable à tout moment de débrancher, ce qui en fait pourrait mettre en difficulté ses partenaires s'ils venaient à rentrer dans cette guerre.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole ce soir avant le Conseil de défense et il a dit ces mots: nous allons rehausser notre posture dans la région. C'est précisément ce à quoi ça fait référence, l'envoi du Charles de Gaulle. Et pourquoi ne pas le dire tel quel et clairement? Parce qu'en fait, honnêtement, moi, je dois dire que très franchement, j'ai pas très bien compris la séquence communication hier en disant je n'étais pas au courant, je sais pas, on m'a pas prévenu. Donc honnêtement, c'est pas totalement habituel en début d'un Conseil de défense de dire un truc comme ça où on dit qu'on a un petit peu la main dessus. Donc très franchement, il a été plus habile, à mon sens. Pourtant, je commente assez peu la politique, j'aime pas tellement ça, mais je pense que là, il y a quand même un petit rattrapage parce que ça n'a pas eu un effet quand même ultra bœuf l'affaire. Alors que de l'autre côté, on a des Américains qui effectivement déploient. Le ticket d'entrée était à 500 avions déployés sur place et 2 groupes aéronavals. Donc on est petits joueurs, c'est ça que vous dites? Là, il fallait quand même montrer. Je trouve que la réaction d'hier était un petit peu stupéfiante. Il y avait un peu une espèce de dire, honnêtement, on comprend pas bien ce qui se passe et on n'a pas vraiment la main dessus. Là, quand même, alors qu'il y avait pourtant eu un communiqué. Là, pour le coup, je suis d'accord. Il y avait quelque chose. Le communiqué de l'après-midi qui disait très clairement les choses. Nous, on fait quand même appel, indépendamment du fait que ça soit un allié. Il y a un cadre international quand on fait une. Voilà. Là, il y en a pas. Donc, nous, on est quand même encore tenu à l'ONU. Donc, on demande la réunion du Conseil de sécurité et que par ailleurs, on proposait à nos alliés dans la région, avec lesquels on a les accords de défense, à commencer par le Qatar et les Émirats Arabes Unis, avec lesquels on a quand même des accords solides. Donc on y va pour les défendre. On le disait hier déjà, si vous nous demandez de venir, on va vous le faire. Et là, ça me paraît quand même plus cohérent de dire, non seulement on a déjà des avions sur place, H6 en Jordanie et à Abu Dhabi, et là on amène les moyens français qui sont le porte-avions. Là, quand même, qu'on commence à parler en mettant des choses sur la table, alors que hier c'était un petit peu, oulala, où va-t-on quoi. Donc, on va du côté de Tel Aviv en direct, puisque je vous le disais, les premières sirènes d'alerte depuis ce matin viennent de retentir, ce qui fait craindre de nouvelles frappes sur Tel Aviv. Vous êtes sur place pour BFM TV, Igor Saeri, par téléphone, parce qu'évidemment vous avez dû vous mettre à l'abri ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces dernières alertes? Écoutez, c'est la première fois que nous retournons dans l'abri de notre hôtel. Cela faisait à peu près 9 heures qu'il n'y avait plus d'alerte dans le ciel de Tel Aviv. Je précise bien Tel Aviv, puisqu'il y a eu ces dernières heures des alertes dans le nord d'Israël, mais pas à Tel Aviv. Là, c'est la première depuis 12h30 heure locale, donc 11h30 heure de Paris. Écoutez, c'est quelque chose qui devient mécanique en réalité. Donc là, il y a les clients d'hôtel et les voisins que nous voyons avec Philippine David depuis hier. Les voisins qui n'ont pas d'abri individuel, ou en tout cas pas d'abri assez solide ou pas aux normes, et qui se réfugient avec nous dans cet abri d'hôtel. Il faut maintenant attendre en moyenne une quinzaine de minutes avant d'avoir une nouvelle alerte qui, celle-ci, sert à nous autoriser à ressortir à l'extérieur. La dernière avait duré très longtemps. Nous étions dans le centre de Tel Aviv et il y a eu une alerte qui nous a obligés à rester dans notre protection, dans notre abri pendant 1 heure. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette série de frappes de missiles iraniens qu'il y a eu ce bilan extrêmement lourd dans la localité près de Jérusalem. Un bilan, on le rappelle, de 9 morts, de 11 disparus et d'une 50aine de blessés. Ouais, merci à vous, Igor Saeri, en direct de Tel Aviv. À l'instant, la presse israélienne, en l'occurrence le journal Haaretz, affirme que l'Iran vient de tirer une nouvelle salve de missiles contre le territoire israélien, en l'occurrence le centre, le nord et le sud d'Israël. On attend évidemment les répercussions qu'il pourrait y avoir après ce nouveau tir de missiles iraniens. Ce qui explique donc ces nouvelles sirènes d'alerte que nous décrivait parfaitement Igor Saeri.